Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur une audition qui était très attendue aux États-Unis. C'est un véritable feuilleton autour des soupçons d'ingérence russe dans la campagne américaine. L'ex-directeur du FBI accuse Donald Trump de diffamation, de mensonge. Mais James Comey n'a pas affirmé avoir reçu un ordre du président US dans de telles conditions. Trump peut-il vraiment être inquiété? Et plus largement, quelles conséquences sur sa présidence? Le débat avec de nombreux invités en notre compagnie. Dans l'actualité en France, les projets et chantiers du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, évoquent tous azimuts les devoirs, les rythmes scolaires et le redoublement. La rentrée se prépare déjà, mais pour quelle vision de l'école? Sur ce sujet, le match des idées opposera le démographe Hervé Lebras à Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Enfin, l'entretien, mon invité nous parlera d'un sujet qui a un peu disparu de l'actualité depuis la campagne présidentielle. Il s'agit de l'agriculture, de la situation des agriculteurs. Arrache Desrambarche a été à l'initiative de la loi contre le gaspillage alimentaire. Il publie Agriculteurs, les raisons d'un désespoir chez Plomb. Le grand entretien est à suivre tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Le hashtag OVPL pour vos réactions. Et avant d'accueillir mes premiers invités, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Les premiers résultats des élections législatives en Grande-Bretagne seront connus dans quelques heures. Un scrutin sur fond de Brexit et de terrorisme provoqué par Theresa May. La Première ministre espère renforcer sa position alors que les négociations pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne démarreront dans la semaine du 19 juin. Justice. Nouvelle révélation dans l'affaire Ferrand. Les mutuelles de Bretagne, dirigées par le ministre de la Cohésion des Territoires jusqu'en 2012, ont perçu des fonds publics. 5 000 € de la part du conseil municipal de Brest et du conseil général du Finistère pour financer, au moins en partie, l'installation des mutuelles dans les locaux appartenant à la compagne de Richard Ferrand et abritant un centre de soins pour personnes âgées à Brest. François Bayrou. Le parti de François Bayrou a-t-il utilisé des fonds européens pour rémunérer des collaborateurs travaillant en réalité pour le MoDem? Un ancien assistant parlementaire de l'eurodéputé Jean-Luc Benamias a dénoncé à la justice le flou qui entourait son embauche et sa rémunération. Un témoignage compromettant pour l'actuel ministre de la Justice. À droite. Et le tournant, ça a été mon vote pour le pacte de responsabilité où j'étais seul dans l'hémicycle, député Les Républicains, avec tous les regards sur moi, avec des menaces qui m'ont été faites, y compris par Nicolas Sarkozy lui-même. Mal engagé pour retrouver son siège de député des Français de l'étranger, Frédéric Lefebvre claque la porte du parti Les Républicains. Un parti dévoyé selon l'ancien ministre sarkozyste qui n'hésite pas au passage à égratigner son ancien patron. Sécurité. Je peux comprendre qu'après les attentats en Angleterre et après ce qui s'est passé à Notre-Dame, le président de la République ait l'envie de pousser encore sous le thème de la protection l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre, mais de l'inscrire dans le droit commun, c'est quand même donner à l'exécutif des pouvoirs exorbitants. Entreprise. Une marque d'intérêt, mais toujours pas d'offre ferme déposée dans le dossier de l'équipementier GMS en redressement judiciaire depuis décembre. Les salariés l'ont appris ce matin. L'administrateur judiciaire et les syndicats espèrent pouvoir repousser la date limite pour déposer les offres de reprise au 30 juin. Culture. Le prix du Sénat du livre d'histoire a été remis tout à l'heure par Gérard Larcher et c'est le spécialiste du Japon Pierre-François Souiri qui a été récompensé cette année pour son ouvrage Moderne sans être occidental.
Dans l'actualité, une audition qui était attendue. Aux États-Unis, c'est un véritable feuilleton et un bras de fer qui s'engage. L'ex-directeur du FBI accuse Donald Trump de diffamation, de mensonge, mais James Comey n'a pas affirmé avoir reçu un ordre formel du président américain. Dans de telles conditions, Trump peut-il vraiment être inquiété? Et plus largement, quelles conséquences sur sa présidence? Le débat avec nos invités ce soir. Dominique Simonet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes écrivain, journaliste, auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, First Ladies, à la conquête de la Maison-Blanche, paru aux éditions Perrin. Corentin Célin nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis et auteur de la note Trump, candidat des pauvres, président des riches. C'est à lire sur le site de l'IFRI. Véronique Relsoul, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des réseaux sociaux, directrice générale de Dentsu Consulting, et nous accompagne notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors, madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir sur les moments forts de cette audition, sur les mots qui ont été prononcés ou pas, tout à son importance, bien sûr. On voit tout cela avec Sophie Normand-Couturier. La salle est comble. Face à une quinzaine de sénateurs, l'ancien premier policier des États-Unis s'apprête à raconter en détail ses conversations privées avec le locataire de la Maison-Blanche. Le témoignage est accablant pour Donald Trump, dont James Comey dresse en creux le portrait d'un menteur. Le gouvernement a choisi de me diffamer, moi, et plus important, le FBI lui-même, en disant que l'organisation était en désordre, qu'elle était mal gérée, que les équipes avaient perdu confiance dans la direction. Ce sont des mensonges purs et simples. Une question majeure. Donald Trump lui a-t-il demandé d'arrêter l'enquête menée par le FBI sur les ingérences russes? James Comey répond ne pas avoir reçu d'ordre explicite, mais avoir interprété les paroles du président comme des instructions. Je ne pense pas que c'est à moi de dire si la conversation que j'ai eue avec le président était une tentative d'obstruction. J'ai considéré que c'était très dérangeant, très inquiétant, mais c'est une conclusion sur laquelle je suis certain le Conseil spécial travaillera pour découvrir quelle était l'intention derrière cela. Si le délit était authentifié, le Congrès serait alors en mesure de lancer une procédure de destitution contre Donald Trump, qui ce soir déclarait à ses partisans qu'ils allaient se battre et gagner. Et direction tout de suite les États-Unis. On retrouve à New York notre correspondante Faustine Saint-Geniès. Bonsoir Faustine. Comment les Américains suivent-ils cette affaire? On imagine qu'ils sont passionnés par ce qui ressemble à un véritable feuilleton. Bonsoir Sonia, oui, à New York, là où je me trouve, la plupart des bars, des commerces diffusaient cette audition en direct. Même les pressings ou les kiosques à journaux étaient branchés sur la radio. À Midtown, le quartier d'affaires de Manhattan, des dizaines de personnes étaient agglutinées devant les sièges des chaînes d'information en continu, à en juger par la presse. Un grand ball ou NBA, un jeune... On a du mal à vous entendre, Faustine Saint-Geniès. On vous retrouvera tout à l'heure. Déjà, c'est ce qu'on entend Dominique Simonet, avant de rentrer vraiment dans les détails de cette audition, c'est qu'elle passionne évidemment les Américains, mais comme finalement une télé-réalité, une série américaine, un véritable feuilleton. C'est mieux qu'une série, c'est mieux que House of Cards. C'est incroyable. Tous les jours, on a un événement, tous les jours, on a un rebondissement, on a un personnage à la Maison Blanche qui on n'aurait pas osé, un scénariste n'aurait pas osé l'imaginer. Cette espèce de roi Ubu là qui est totalement étrange, qui a un comportement comme on n'a jamais vu d'un président. Et cette enquête, qui est une enquête, on a déjà vu des choses comme ça par le passé, notamment avec le Watergate et Nixon, mais qui quand même, concerne l'influence éventuelle d'une puissance étrangère dans des élections américaines, ce qui n'est pas rien. Donc effectivement, tous les ingrédients d'un très bon feuilleton sont réunis. Et en même temps, c'est quand même aussi un grand moment de démocratie américaine, malgré tout. Ce qu'on voit, c'est... Il faut le souligner, il est vrai. Oui. On voit la puissance des contre-pouvoirs, tout simplement. Exactement. On se dit, ça fonctionne malgré tout, cette démocratie. On voit se mettre en place aussitôt des contre-pouvoirs, des enquêtes. Alors c'est peut-être un petit peu ennuyeux à suivre. Aujourd'hui, c'était très long l'audition de James Comey, mais malgré tout, il y a c'est le prix à payer de ce débat et de ces longues enquêtes. C'est le prix de la démocratie, d'une démocratie qui, en fait, est en train de nous montrer qu'elle fonctionne bien.
Mais qu'est-ce qu'on a vraiment appris, Corentin Célin? Est-ce qu'on reste tout simplement sur sa fin? C'est mi-figue, mi-raisin, avec tout tourne vraiment autour d'un mot, I hope. J'espère que vous laisserez tranquille. Flynn, c'est l'ex-conseiller de Donald Trump. S'agit-il là d'une injonction? Ça, c'est une question d'interprétation. Oui, c'est absolument une question d'interprétation. Et d'ailleurs, il y a eu un échange assez tendu entre le sénateur d'Idaho, Rich, et Comey, dans l'audition, qui a vraiment résumé le tout. Il lui a dit « J'espère, ça n'a jamais été un motif d'inculpation où que ce soit dans le monde ». Et je crois que ça résume bien l'audition d'aujourd'hui. D'une part, Comey a donné effectivement un portrait de Trump absolument désastreuse. L'image qu'il a renvoyée de Trump comme président est désastreuse. Un homme qui se comporte comme il l'a dit, comme un boss, c'est-à-dire comme un espèce de petit patron de politique de quartier qui essaye de créer des liens de patronage, des liens de clientélisme, ce qui n'est pas du tout dans la tradition présidentielle américaine. Mais d'autre part, ce n'est que l'opinion de Comey. Il n'a pas de fait, il n'a pas de fait tangible pour étayer cela. Et les républicains, sénateurs, se sont plus à lui dire mais où sont les preuves, où sont les éléments, et ils n'en avaient pas. Et c'est là-dessus qu'on reste effectivement un peu sur sa fin. Oui, les élus républicains, on va en parler parce qu'ils font bloc, en tous les cas pour le moment, derrière le président. Véronique Reilsout, votre expertise est intéressante parce que tout se passe, et avec Trump encore plus, sur les réseaux sociaux. Alors, il est vrai qu'il n'a pas tweeté. Non. C'est son avocat, on va l'écouter, qui s'est exprimé tout à l'heure. Mais racontez-nous comment cette audition a été suivie et commentée. Alors déjà, on y reviendra, mais Donald Trump aime Twitter, tweet tout le temps, et donc forcément on parle beaucoup de lui sur les réseaux, parce que non seulement lui parle, mais on parle de lui, et il y a cette espèce de relation étonnante. Donc on s'est amusé à faire une petite courbe de comparaison de la visibilité de M. Comey et de M. Trump sur les 30 derniers jours, parce que l'affaire, comme vous le dites, c'est un long épisode, ça vient et ça revient. Alors évidemment, les chiffres, ils sont un peu déments, parce que c'est aux États-Unis, c'est dans le monde entier. On ne parle pas de Trump que aux États-Unis. Les réseaux sociaux, c'est un outil qui permet de communiquer un peu partout. Bien sûr. Mais il est à près de 99 000 messages juste sur lui. Et Comey est pas très loin, puisqu'il a 28 000 tweets, 28 millions de tweets, je veux dire. Mais par contre, on voit que c'est des courbes. Enfin voilà, on parle tout le temps de Trump et par moments un peu plus. Mais c'est une personnalité aussi de l'ex-directeur du FBI qui passionne. Qui intrigue aussi, on va en parler. Et puis c'est vrai, mais on y reviendra, mais la dernière fois, il y avait eu une intervention de tweet, c'est-à-dire que pendant une audition, Donald Trump avait tweeté, commenté sur Twitter, donc son tweet avait été lu pendant la commission, donc en fait tout le monde attendait ça aussi, donc quand on lisait les derniers messages, chacun se disait « Alors, que va-t-il se passer dans cet épisode? Que va-t-il tweeter? Que va-t-il dire ?» Il n'a pas tweeté. Là, il est resté raisonnable. Et c'est pour ça qu'on verra les suites de l'affaire qui prend une tournure juridique. Mais pendant ce temps, Jean-Louis Gombault, Donald Trump, il ne plie pas. Au contraire, il dit vouloir se battre face à ces allégations, à ce qui a été dit aujourd'hui. Il affirme que tout va déjà mieux pour les Américains. On va l'écouter ce soir, cet après-midi. C'était juste après cette audition. Comme vous le savez, nous sommes en état de siège et nous allons gagner. Et nous ressortirons plus grands, plus forts que jamais. Vous allez voir. Jean-Louis Gombault. Il parle au futur. Donc, ça fait que 4 mois et demi qu'il est là. Non, comme s'il était encore candidat, d'une certaine façon. C'est vrai que si on prend les grands indices économiques, ça va plutôt bien aux États-Unis, surtout quand on compare aux résultats économiques en France, bien entendu, et notamment sur la question européenne. Wall Street se porte comme un charme. Depuis l'arrivée de Trump, ça a monté de 20%, le Nasdaq 20%, donc l'optimisme est là. L'optimisme des consommateurs, les derniers indices de confiance sont très bons également. Mais si on regarde quand même la popularité de Trump, malgré ce contexte économique plutôt positif, quoique les chiffres du premier trimestre 2017 ne sont pas bons, puisqu'il y a une chute véritablement du taux de croissance, mais enfin, malgré tout, si on regarde le taux de popularité de Trump, il est au plus bas. Pour quelqu'un qui est arrivé il y a 6 mois, il est au plus bas dans l'histoire des présidents des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc maintenant, il n'y a pas de problème économique, mais il y est pour rien. Il est là depuis 6 mois, donc franchement, il y est pour rien. Mais il y a un problème Trump, quand même, qui est posé à l'intérieur de la psychologie américaine qui s'interroge. 30% de taux de popularité, c'est complètement bas. Sauf que la popularité est bonne sur les questions économiques. On dit oui, continuez-vous à lui faire confiance sur les questions économiques. Plus de 40% des Américains répondent positivement. Donc la situation est contrastée,
mais il n'y a pas de problème économique pour l'heure, mais il y a un problème Trump incontestablement dans l'esprit des Américains. Mais Dominique Simonier, il n'y a pas de problème Trump chez les Républicains, et c'est peut-être ça un point important pour la suite, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas lâcher, on l'a vu lors de cette audition, le président. Pour le moment, ils font bloc derrière lui. Enfin, il y a un problème Trump chez les Républicains. Il y a toujours eu un problème Trump depuis que Trump a été candidat. Il ne s'est pas accentué aujourd'hui avec l'audition. Actuellement, ils ont intérêt à ne pas le lâcher, puisque c'est leur intérêt. Mais ça peut aussi changer. Il suffit que l'enquête avance, que Trump soit en difficulté très sérieuse pour qu'on puisse avoir un revirement. Mais pour le moment, il n'insulte pas l'avenir. Non, mais bon, là, il faut peut-être rappeler quand même de quoi il s'agit. La question qui est posée aujourd'hui, c'est y a-t-il eu collusion d'une équipe de campagne, celle de Trump, avec une puissance étrangère, la Russie ? Et l'équipe de campagne a-t-elle participé donc à cette collusion? Et le président actuel des États-Unis était-il au courant et a-t-il été mêlé à cela? Donc c'est quelque chose de grave. On avance par petits pas. Il y a différentes enquêtes, il y a un écheveau d'enquêtes. Aujourd'hui, on pourra en parler si vous le voulez un peu en détail. On a appris quelques petites choses supplémentaires avec l'audition de Comey, mais il y a toujours un soupçon qui pèse sur cette question, et il est probable que le feuilleton dont on vient de parler n'est pas terminé. Ce sera un boulet tout au long de son mandat, si ce mandat se poursuit. Vous allez nous dire ce qu'on a appris aujourd'hui. On va s'arrêter un moment, Corentin Sellin, sur ce haut fonctionnaire, ce grand flic. Quel est réellement son objectif? Parce qu'il faut préciser qu'il a aussi, via un ami, laissé fuiter ses écrits, donc ces conversations retranscrites après avoir vu Donald Trump. Jusqu'où est-il prêt à aller? Parce que sur la question précise, est-ce que l'ordre vous a été donné, il est timoré, ou en tous les cas, il ne veut pas totalement se dévoiler. L'audition étant publique, peut-être qu'à huis clos, il va le dire, c'est autre chose. Mais comment vous décririez ce personnage-là? Mais il est apparu exactement comme il était apparu lorsqu'il s'est retrouvé au centre de la controverse des courriels Clinton. C'est-à-dire, c'est un homme qui apparaît extrêmement droit, soucieux des règles, sauf, je dirais, quand il ne les respecte pas, parce qu'aujourd'hui, l'audition s'est arrêtée sur un point qui est très important, et les sénateurs républicains lui ont fait passer un mauvais moment sur ce point-là. Ils lui ont dit, mais si Trump a fait pression sur vous pour arrêter l'enquête Flynn, pourquoi vous n'avez pas rendu compte à votre tutelle, c'est-à-dire au ministre de la Justice et au ministre adjoint? Et là, il a dit, alors il a eu un argument qui est très important à mon avis, c'est un des points les plus importants de l'audition cet après-midi, il a dit, j'étais tellement stupéfait par le comportement de Trump que je n'ai rien pu faire. C'est-à-dire qu'il était dans une espèce d'état de sidération Trump est tellement se comporte, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut, effectivement, on le voit, il se comporte tellement en dehors des règles d'usage présidentiel que moi, haut fonctionnaire, formaté, carré, ancien procureur fédéral, qui est rigoureux, mais je n'ai pas pu réagir comme d'habitude. Bon, sauf qu'évidemment, les sénateurs républicains ne se sont pas contentés de cette réponse. Et en fait, on voit un homme qui a été très blessé, d'une part, par les attaques de Trump. Il l'a bien dit au début, hein, j'ai été diffamé, on m'a traîné dans la boue. Si Trump avait été plus... une fois de plus, Trump s'est créé lui-même un problème. Il pouvait virer Comey, lui dire « bon, merci pour votre travail, mais je veux travailler avec une nouvelle équipe ». Non, il l'a viré, il l'a insulté, il a dit qu'il ne faisait pas le travail, qu'il n'était pas aimé de ses équipes, et ça, il l'a redit, ça c'était pour lui dire de Comey, qui a le FBI au cœur, je n'étais pas aimé des équipes, ça pour lui c'était insupportable. Et donc, Trump a transformé ce qui aurait pu passer pour un changement du spoil system, je veux travailler avec quelqu'un avec qui j'ai confiance, à un ennemi personnel. Il en a fait un ennemi personnel. Et quelqu'un qui en plus défend une certaine, effectivement, idée du service de l'État. Comment il était perçu sur les réseaux sociaux, James Comey? Mais déjà, il fascine justement parce qu'il a un comportement étonnant. Ensuite, les uns et les autres ont essayé de se renseigner, parce que les réseaux sociaux, certes, mais sur le web, on peut avoir des informations. On cherche, on essaie de comprendre, on va chercher son histoire, son passé, chacune de ces petites histoires pour essayer de comprendre qui est le personnage. Et c'est celui qui était le plus recherché, plus que Trump. Ce Trump, on commence à le connaître. Qu'il soit systématiquement surprenant, ça c'est évident, mais on commence à le connaître. Il est moins connu du grand public et effectivement, c'est plutôt positif ce qui se dit sur lui. Après, c'est plus un sujet de... Voilà, on est attiré par l'histoire, mais il y a une lassitude aussi en se disant mais ça ne va pas s'arrêter. Et le point qui lui est le plus reproché sur les réseaux sociaux américains, en France, a un peu plus échappé aux gens, c'est le fait qu'il ait fait fuiter exprès et qu'on se dit, ben ouais, c'est quand même curieux comme méthode, et qu'il avoue
avoir fait cela, c'est curieux. Ça, on va en parler. Jean-Luc Gombaud, vous vouliez réagir? Oui, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, M. Simonet, vous avez parlé des bases de l'enquête, enfin, la source du problème. Puis il y en a une deuxième quand même. Est-ce qu'il a cherché à influencer le FBI? Et il y a un mot qui est important dans la déclaration de Comey, en plus de ce que vous avez dit, c'est le mot de loyauté. Il a demandé à Comey, le patron du FBI, d'être loyal. Mais loyal envers qui? Il faut rappeler que le FBI est une institution indépendante. D'ailleurs, il l'a rappelé dans son audition. Nous sommes et nous resterons une institution indépendante. Il est certes sous la tutelle du ministère de la Justice, mais il est indépendant. Il n'a pas à recevoir de consignes du président des États-Unis. Or, il lui demande la loyauté. Et d'ailleurs, il répond, je lui ai dit, il n'a pas dit la loyauté, non, il a dit l'honnêteté. Je serai honnête, je ferai mon travail honnêtement. Je n'ai pas à être loyal avec vous. Donc, il y a quand même une volonté. Alors évidemment, on n'a pas de preuves, comme vous l'avez souligné, mais effectivement, il y a ce deuxième aspect, c'est-à-dire qu'il y a l'origine, la base du problème, du contentieux, et deuxièmement, comment le président... Parce qu'aux États-Unis, c'est extrêmement important. En France, le grand flic... la justice n'est pas totalement indépendante. Un grand flic est quand même quelque part dépendant de l'exécutif. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Il y a une tutelle, mais c'est une institution indépendante, même si le président a le droit de licencier du jour au lendemain le patron de cette institution indépendante. Dominique Simonet? Oui, c'est-à-dire que on voit avec cette déclaration de Comey qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il a confirmé qu'il y avait une influence avérée et grave de la Russie dans la campagne électorale. Hein, c'est quand même l'ancien patron du FBI qui dit ça officiellement. Deuxièmement, il a dit qu'il a eu 2 rendez-vous en tête-à-tête avec le président des États-Unis. Assez curieusement d'ailleurs, parce que c'était pas prévu. Là, c'est un dîner, il croyait se retrouver avec d'autres personnes, il s'est retrouvé en tête-à-tête avec Trump, et l'autre c'est à la fin le soir de son élection, oui. Et l'autre c'est à la sortie d'une réunion dans le bureau ovale où Trump le retient et veut lui parler de quoi? Justement de cette enquête de Michael Flynn, l'ex-conseiller à la sécurité, qui est mise en cause dans des soupçons de collusion avec la Russie. Et ce que dit Comey, c'est que Trump lui a demandé de trouver une solution pour mettre un terme à cette enquête sur Michael Flynn. Donc c'est déjà quand même une forme d'influence. Il ne lui a pas demandé explicitement. Non, c'est ça. Toute la question explicitement, là, mais vous savez, dans le parrain, c'est comme ça. Oui, mais bon. On ne dit pas tu vas aller. Ils étaient 2 dans la pièce. Tu vas aller tuer un tel. On lui dit résous-moi le problème. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc ce que a essayé de suggérer James Comey cet après-midi, c'est que il s'est trouvé lui devant le président des États-Unis comme recevant d'une manière voilée des instructions. D'ailleurs, il dit le terme. J'ai pris cela comme des instructions, comme des ordres. Alors, évidemment, maintenant, on est parole contre parole. Oui, et il y a la violence des mots, parce que quand James Comey dit mensonge, il faut dire qu'aux États-Unis, mensonge, ça a une valeur juridique. Hein. C'est presque, c'est une forfaiture, en tous les cas. C'est très différent de la France. En France, on peut mentir pendant une campagne présidentielle, ça peut passer. Aux États-Unis, ça peut valoir des suites juridiques. Oui, il y a une valeur morale un peu qui est beaucoup plus importante, effectivement, mais il y a aussi il y a un mensonge devant qui en l'occurrence, on se souvient de l'affaire de Bill Clinton, qui est allée jusqu'à un impeachment, qui s'est arrêté au Sénat. La procédure a été déclenchée parce qu'il s'est parjuré devant un grand jury. Donc, la parole donnée est extrêmement importante, surtout quand elle est donnée sous serment. Et donc là, on était devant une audition sous serment. On avait l'ancien patron du FBI qui avait donné sa déclaration écrite la veille, d'ailleurs, qui a essayé de se tenir à ses mots, avec des avocats évidemment derrière. Et toute la difficulté maintenant, pour lui, est de montrer que, oui, il a été un peu sous influence, mais il ne peut pas le prouver. Alors, sauf s'il y aurait eu des enregistrements de leur... Ce serait une déflagration, non? Alors, ce qu'il dit souhaiter. Ce qu'il dit souhaiter, parce que d'une certaine manière, Trump l'a laissé entendre. Vous vous souvenez, il a fait un tweet en disant il ferait bien de se méfier si jamais il y avait des enregistrements. Or, on sait que dans le bureau ovale des présidents précédents, alors on ne sait pas pour Obama ni pour W. Bush, mais il y a toujours eu des enregistrements qui avaient
avec qu'on actionne en dessous du bureau et qui permettent de servir d'archive pour l'histoire. Si c'est le cas, alors là, on est encore dans l'épisode. C'est une affaire qui prendra une autre tournure dans ce cas-là. Il y a outre les bandes hypothétiques, alors les bandes qui pourront, et ça c'est un point très important, c'est-à-dire que aussi bien les commissions sénatoriales que l'enquête du procureur spécial ont le pouvoir de faire, en quelque sorte, d'exiger, d'assigner les bandes à la Maison-Blanche si jamais elles existent. Mais en dehors de ça, il y a un point, peut-être qu'en fait l'événement le plus important, ça n'a pas été l'audition de Comey cette semaine, ça a été la révélation par le Washington Post, lundi, que le directeur du renseignement, le directeur national du renseignement, Coates, qui a été nommé par Trump, qui lui est un républicain, qui a été nommé par Trump, le Washington Post affirme que Trump lui aurait demandé, parce que Comey lui avait refusé d'influencer l'enquête, d'arrêter l'enquête, il aurait demandé à Coates de faire pression sur Comey. Ça peut être une preuve indirecte. Ça commence à ça peut être une preuve indirecte. C'est-à-dire que si jamais Coates, il est obligé... Et hier, il a été interrogé par la même commission, Coates, et on lui a demandé... Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez demandé à Comey? Et il a dit, je ne peux pas répondre en public, je ne peux pas répondre, c'est classifié. Mais il n'a pas dit non. Et donc là, par contre, Comey verrait son récit complètement fortifié. Parce que si le président est allé demander au type au-dessus de faire la même chose, c'est que Comey doit sûrement dire la vérité. On va continuer à parler de ce personnage, James Comey, qui prend quand même une notoriété là, quasi mondiale. Pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans l'ombre, c'est quand même particulier, il faut le vouloir. Donc on va parler aussi de ses objectifs et de sa méthode, sa manière de faire. On va écouter la réponse de Trump. C'est une réponse juridique via ses avocats aujourd'hui à cette audition. Le président n'a jamais dit à M. Comey, je cite, « J'ai besoin de loyauté, je m'attends à de la loyauté ». Il ne l'a jamais dit, même pas en substance. Il y a cette réaction de l'avocat et plus généralement, une question à vous tous, et Véronique Reilsout, à vous. La question de l'image, ce contraste de plus en plus fort, frappant entre la fonction présidentielle américaine et la personnalité de Donald Trump. On commence, et on s'en doutait, qu'elle était intempestive, que c'était non maîtrisable. Ce contraste, est-ce qu'il est de plus en plus souligné, parce qu'il est de plus en plus frappant aujourd'hui? Il est souligné, mais en même temps, il faut se dire que tout est nouveau avec cet homme, et en particulier ce sujet de Twitter, parce que il est fasciné par cet outil, il explique que c'est formidable parce que c'est un outil spontané, direct, qui peut parler directement sans filtre, qui maîtrise. Mais à chaque fois, tout le monde condamne ce sujet. Je pense que c'est surtout... en fait, c'est tellement nouveau qu'il va falloir qu'on apprenne, nous aussi, à comprendre, à gérer et à assimiler ce type de comportement. D'abord, par exemple, aux États-Unis, il y a une association qui a attaqué M. Trump en lui disant... Vous avez bloqué des citoyens. Donc, c'est illégal. En quoi c'est illégal? Bloqué sur les réseaux sociaux, oui. C'est-à-dire quelqu'un qui essaie de vous parler, qui vous attaque, vous pouvez le bloquer sur Twitter. Donc, ce qu'il a fait. Et donc, l'association dit, ah ben non, vous n'avez pas le droit, vous êtes président des États-Unis. Ben, je ne sais pas, oui, il n'y a pas de règle qui dit qu'on n'a pas le droit de bloquer quand on est président. Il n'y a d'ailleurs pas de règle non plus qui dit qu'on a le droit de tweeter tout le temps. Donc, en fait, on est en train de tout apprendre. La réalité, c'est que voilà, tout est étrange. Donc, après, les commentaires qu'il y a sur lui aussi, il y a beaucoup de parodies, beaucoup de caricatures, beaucoup de films, beaucoup d'humour. Mais tout ça fait que ce personnage a du mal à devenir crédible et on parle tout le temps de lui. Et en même temps, c'est son mode de fonctionnement. Il faut qu'on apprenne à le... Et une volonté, Dominique Simonet, de la part de certains, d'avoir, si je puis dire, entre guillemets, sa tête. Hein, c'est sûr qu'il n'a pas bonne presse. Hein, sa notoriété est au plus bas. Il a été élu sans avoir le suffrage populaire, d'extrême justesse avec 3 États. C'est un président légitime, totalement légitime, mais il y a un fort ressentiment, d'autant plus que certains, et sans doute parmi ses électeurs, pensaient qu'il allait peut-être changer un petit peu en se frottant d'abord à la candidature et après à l'élection. Et on voit que c'est pas le cas. On voit que c'est quelqu'un qui a une véritable difficulté avec la fonction, qui considère la diplomatie d'une manière assez simpliste comme des deals, qui ne fonctionne que dans le rapport de force, qui est beaucoup plus à l'aise avec les dictateurs que dans les cénacles démocratiques, qui méprise les institutions, qui s'est mis à dos les services secrets, la presse. Enfin.
Ça fait beaucoup quand même. Et mais donc, est-ce que ce seul contre tous, je ne dis pas qu'il le cherche, parce que ce serait quand même étrange, mais est-ce que ça ne lui sert pas comme argument aujourd'hui pour dire à l'autre partie des États-Unis, qui croit encore en lui, celle qui dans les sondages le reconnaît encore comme pour le moment un bon président, regardez, ils sont tous contre moi, regardez, c'est une machination. Oui, c'est un calcul qu'il doit faire, parce que c'est un calcul électoral. C'est vrai qu'il a un socle d'admirateurs qui sont assez fascinés par ce comportement un petit peu de souda, entre guillemets. Mais électoralement, ça ne va pas le porter très très loin, et il va y avoir les élections de mi-mandat. Là, il y aura peut-être une sanction évidente s'il ne se passe pas d'autres événements avant. Oui. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord, vous parliez de l'image dans la question. Bon, d'abord, s'il y a des résultats, c'est-à-dire que si effectivement le chômage baisse, si la situation économique s'améliore, la pauvreté, oui, mais enfin, si on compte tous ceux qui abandonnent l'idée même de retrouver un emploi, il y a beaucoup de statistiques américaines qui disent qu'en fait le taux de chômage n'est pas à 5 mais à 10, compte tenu de du fait que les gens sont contraints de faire du travail partiel, abandonnent l'idée même de retrouver un emploi et se retirent du marché de l'emploi. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs la baisse du taux d'activité aux États-Unis, qui est très important, 62%, ce qui aux États-Unis est très faible, parce qu'il y a un taux d'activité généralement beaucoup plus fort. Donc il y a beaucoup de gens qui se retirent. Mais ce que je veux dire... Il y a toujours un nombre de créations d'emplois considérable. Oui, je suis bien d'accord, mais le taux d'activité est à 62%, ce qui aux États-Unis est très bas, ce qui en France est tout à fait respectable, mais si aux États-Unis... Vous voulez dire qu'il y a encore des marges de manœuvre. Il y a beaucoup de gens. Mais ce que je veux dire, mettons des résultats, parce qu'il a quand même fait sa campagne, s'il y avait autant d'emplois qu'on le dit, il n'aurait pas fait toute sa campagne sur les good jobs. Donc il y a quand même un problème d'emploi aux États-Unis. Mais c'est surtout, vous parlez de l'image, sur le contexte général. Quelle est l'image de la démocratie? Vous disiez à juste titre tout à l'heure qu'on voit bien qu'il y a des contre-pouvoirs qui se mobilisent aux États-Unis quand il y a un problème de ce genre. Mais ça se situe dans un contexte où il y a, et c'est nouveau dans l'histoire des États-Unis, de mon point de vue, un doute sur les institutions américaines. Les Américains commencent à ce qui était assez rare. En France, c'est traditionnel. Mais aux États-Unis, les gens doutent du Congrès. Ils doutent de la Maison-Blanche depuis assez longtemps. Ils doutent de l'ensemble des... Et ça donne l'image quand même d'un pays qui est certes, pour les Américains, qui certes se défend quand il y a un certain nombre de problèmes, puisque des actions en justice sont élaborées, la presse est mobilisée. Il y a un doute sur la presse qui est très profond aux États-Unis. Il y a une espèce de défiance générale et qui explique justement le fait que peut-être que pour Trump c'est une bonne stratégie. Les gens doutent beaucoup, ce qui n'était pas le cas auparavant, et ils disent lui au moins il se bat contre tout ce dont nous doutons. Vous êtes d'accord, Absolument, mais en fait, il faut pas oublier qu'il a été élu en grande partie par des électeurs qui ne se sentaient plus représentés. Il a remporté un triomphe chez les blancs working class, c'est-à-dire les blancs non diplômés, ceux qui ne sont pas allés à l'université. Il a remporté plus de 40 points par rapport à Clinton. Et aujourd'hui, on voit que contre vents et marées, beaucoup de ces personnes qui ne se sentaient pas représentées et qui se sentaient trahies par les politiques, avec effectivement une défiance envers le Congrès, envers Washington, qui est censé... Ces politiciens très riches de Washington qui ont soi-disant vu de ces électeurs, par exemple de la Rust Belt, de la ceinture de la rouille, qui ont accaparé le système à leur profit, non plus au profit de ces gens-là, eux, ils continuent à soutenir Trump contre vents et marées. Pourquoi? Mais parce que eux, ils aiment bien ce côté où, comme à Guignol, il arrive et il tape sur toutes les institutions qu'on n'aime plus et qui ont accaparé le pouvoir. Et justement, ce qui est très intéressant par rapport à ce que disait Véronique Reitzul tout à l'heure, c'est que Twitter, ça lui permet d'établir un lien direct, de passer par-dessus les médias et de mobiliser ces Américains. Et il leur parle justement et il leur dit, il le dit souvent à longueur de tweet, moi je suis là pour vous représenter, je ne suis pas là. Vous nous dites qu'il continue à être le candidat Trump. C'est ça. Et il ne veut pas habiter la présidence et il refuse toutes les contraintes de la présidence. Et d'ailleurs, sur Twitter, c'est intéressant. Il a 2 comptes. Oui. Il a son compte personnel, c'est celui où il fait des polémiques, etc. Et il y a le compte présidentiel qui est très peu suivi d'ailleurs par rapport à son compte personnel. Il est toujours Donald Trump, le battleur, et il refuse les contraintes institutionnelles. Le présentateur de télé-réalité. Oui, exactement. Mais qui a une stratégie de contre-attaque. Évidemment, il ne compte pas se laisser faire, compte tenu malgré tout de la fragilisation peut-être et des menaces qui pèsent sur la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Tout simplement de passer à autre chose, de faire diversion, ça peut être la stratégie la plus logique, on va dire. Oui, mais on voit qu'il a beaucoup de mal justement à s'imposer, à la fois par ses réformes sur le plan intérieur. Il y a pas mal de choses qui sont bloquées. On l'a vu à la fois par la justice pour
pour ses essais de réforme de l'immigration. Obamacare, c'est bon, tout ce qu'il veut défaire de l'héritage Obama, il a beaucoup de difficultés. Et sur le plan géopolitique, il y a un moment de flottement qui est assez incroyable. On voit ce qui s'est passé pendant son voyage. C'est quand même, d'une certaine manière, il est parti bougon et il a renforcé l'Europe, quoi. On a vu Emmanuel Macron et Angela Merkel se dire allons-y, puisque les États-Unis sont un peu déficients, faisons un peu plus d'Europe. Donc d'une certaine manière, il peut faire diversion, mais alors après, il peut aussi faire diversion pour des choses plus graves. On a toujours peur qu'avec son comportement un peu emporté et brutal, non pas qu'il appuie sur le bouton quand même, enfin qu'il se fâche un petit peu et qu'il envoie un porte-avions de trop en mer de Chine ou ailleurs, quoi. Jean-Luc Gombault, est-ce que... Oui, non, je dis depuis le début, on dit que Trump pourrait changer de stratégie. Rappelez-vous, lorsqu'il a abordé les primaires, puis après lorsqu'il a gagné, il va changer parce que maintenant il est dans la campagne électorale, donc il faut qu'il change. quand il arrivera à la Maison-Blanche, il changera également, etc. Non, d'ailleurs, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer fondamentalement parce que ne concerne pas que Trump, ça, il faudrait travailler sur la communication. Mais quand un chef d'État ou un chef change de stratégie, de comportement, il n'est plus lui-même. Et quand il n'est plus lui-même, il est plus mauvais que quand il était lui-même. Donc, en réalité, il faut, à mon avis, je conseillerais sa communication, il faut qu'il reste comme ça. Car c'est la carte qu'il a fait gagner. À mon avis, vous n'avez pas besoin de conseiller sa communication. Il a compris qu'il va rester comme ça. Voilà. Mais Corentin Célin, est-ce que ce qui se passe quand même en ce moment sur le plan intérieur aux États-Unis, ça ne fragilise pas Trump sur le plan extérieur quand même? C'est une puissance aujourd'hui qui intervient au Moyen-Orient. C'est une puissance qui parle sur le plan géopolitique. On a vu ces récentes déclarations et prises de position sur l'Iran qui provoquent beaucoup de crispations. Est-ce que tout cela ne va pas venir aussi brouiller tout cela qui est déjà assez confus quand même? Alors on pourrait dire que ce qui fait encore son succès justement avec en particulier la working class blanche, et on le voit quand il organise des meetings dans l'Amérique profonde, en Pennsylvanie, etc., il est encore très apprécié. Mais ce qui fait sa force, par exemple ses tweets polémiques, etc., on l'a vu par exemple là sur le Qatar, c'est une catastrophe, parce que sur le Qatar, il fait des tweets où il contredit mot pour mot ce que sa propre administration avait dit la veille. C'est-à-dire que là où le secrétaire d'État avait essayé de concilier, avait dit « je veux bien servir de médiateur dans le Golfe entre l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats et le Qatar d'un côté », le lendemain, Trump dit « Ah ben non, mais le Qatar, de toute façon, on savait très bien, et c'est un peu grâce à moi, depuis mon voyage dans le Golfe, qu'on a vu qu'il finançait le terrorisme. » Et donc, il dit exactement le contraire de son administration par tweet. Et là, on se dit, bien sûr que ça l'affaiblit, parce que dans les chancelleries, sur la scène diplomatique, on se dit qui est cet homme et quelle est la vraie voix de l'Amérique? C'est le secrétaire d'État? C'est le président? Voilà. Et donc, effectivement, ça l'affaiblit sur la scène internationale, même si ça le rend encore très populaire dans certaines parties de la population américaine. Quel contraste, oui. Oui, c'est assez dangereux d'ailleurs quand même, parce qu'on a un président là qui n'impose pas sa stature et qui perd sa crédibilité sur le plan international. Et la crédibilité, c'est l'essence même de la diplomatie. Si vous n'êtes pas crédible, et on sait à quel point quand même les États-Unis jouent un rôle, après on peut l'analyser ou pas, mais plus ou moins tampon dans un certain nombre de zones à risque dans le monde, Afghanistan, le Pakistan, la Corée, l'Iran, vous venez d'en parler. Donc si les différents pays qui sont un petit peu énervés pensent que les États-Unis, de toute façon, on ne peut pas leur faire confiance et qu'ils vont se dégager du jeu, ça peut effectivement donner un certain nombre de très mauvaises idées, un certain nombre on continuera évidemment à suivre ce feuilleton, parce qu'apparemment c'est un feuilleton. Un dernier point, on va finir par les réseaux sociaux et par Twitter, puisque vous arrivez à appréhender, Véronique Reilsous, ce qu'on appelle la e-réputation. En France, quelle est aujourd'hui la e-réputation de Donald Trump? Est-ce qu'elle est toujours aussi mauvaise? Parce que dans les sondages, dans les enquêtes, c'est un niveau extrêmement bas, pour le dire publiquement. Oui, non, ça n'a pas changé, ça ne s'est pas amélioré. Ce qui est étonnant, c'est qu'on en parle toujours beaucoup, alors que c'est quand même un président américain et que généralement on parle des choses qui vous touchent directement. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que il n'y a jamais de message positif. Et c'est pas que en France. En Europe, aucun message positif. Et depuis les accords de Paris dénoncés, et là, c'est un raz-de-marée systématiquement contre lui. Et en plus, de nouveau, toujours cette histoire d'images, de caricatures qui sont des plans. Enfin, pour un chef d'État, très bien d'avoir quelques blagues, mais là, ça n'est que des blagues.
Merci pour ce débat et merci pour vos analyses respectives. La suite de votre émission. Alors, autre sujet, on va revenir à l'actualité. En France, sur les projets et les chantiers du ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer évoque tous azimuts les devoirs, les rythmes scolaires et le redoublement. La rentrée se prépare déjà, bien sûr, mais pour quelle vision de l'école? Sur ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants Hervé Lebras à Alexandre Malafaille. À tout de suite. Depuis 2002, soulager la douleur à l'hôpital fait même partie des droits fondamentaux du patient. Sous son air flegmatique, Mathieu Jeanne est un pionnier dans ce domaine. Un inventeur qui, depuis Lille, est en train de révolutionner la médecine à l'échelle mondiale. C'est un moniteur qui nous donne les symptômes qui nous manquent habituellement chez ces patients-là. Il nous ouvre une fenêtre sur le fonctionnement intime, le fonctionnement caché du système nerveux du patient, là où il se passe des réactions que normalement on ne voit pas. L'intégralité de nos moniteurs sont fabriqués ici. Par exemple, Maxence, qui est ici présent, qui est l'un de nos techniciens, est en train de tester et de finaliser la fabrication de moniteurs destinés à la réanimation néonatale. C'est vous la France, demain à 16h30 sur Public Sénat. Je passe le plus clair de mon temps à la maison. On évite de sortir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. L'autre jour, je disais à mes amis que dans les bouchons ou au checkpoint, je suis toujours sur le qui-vive. Je regarde à droite et à gauche en me demandant quelle voiture va exploser. Le gris du béton, c'est la couleur de Bagdad. La couleur des murs que l'on ne peut pas montrer, mais que l'on voit tout le temps. Il suffit de s'en approcher pour être chassé. Il ne faut pas que l'on sache que Bagdad vit dans les murs. Bagdad, chronique d'une ville emmurée, samedi à 22h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. C'est votre émission en direct. On va plus loin pour évoquer à présent les réformes ou projets pour l'école. Le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, ne perd pas de temps. Devoirs, rythme scolaire, redoublement, tous les chantiers sont ouverts. Alors que faut-il penser de la ligne du ministère? Quel visage de l'école sous ce quinquennat Macron? On en parle avec nos invités ce soir. Hervé Lebras, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes démographe, auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, Malaise dans l'identité, aux éditions Actes Sud. Et nous accompagne Alexandre Malafaille, bonsoir. Bonsoir. Président fondateur du think tank Sinopia. Messieurs, je vous propose en préambule de passer en revue les différentes pistes évoquées par le tout nouveau ministre de l'Éducation. On voit tout cela avec Héloïse Grégoire. C'est une véritable rupture annoncée. Dans une interview aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer dessine les contours de sa nouvelle réforme. Dans le viseur du nouveau locataire de la rue de Grenelle, les rythmes scolaires qu'il souhaite assouplir et aboutir, selon les cas, à des semaines de 4 jours. On a incité à ce que l'ensemble de la France soit sur 4 jours et demi. Des gens aujourd'hui sont insatisfaits localement avec la situation qui a résulté. J'espère d'ailleurs que c'est plutôt une minorité. Mais ce que nous faisons, c'est d'ouvrir la possibilité, surtout pour la rentrée 2018 en fait, d'avoir le choix entre différentes formules. Autre changement, Jean-Michel Blanquer est favorable au redoublement, jugé coûteux et peu efficace par sa prédécesseur socialiste, Najat Vallaud-Belkacem. Retour également aux fondamentaux, le ministre souhaite que tous les élèves sachent lire, écrire et compter avant d'entrer au collège. Des stages de remise à niveau pour les élèves de CM2 entrant au collège seront donc mis en place pendant les vacances scolaires. D'ores et déjà, le premier syndicat du primaire s'inquiète et dénonce des mesures précipitées par un calendrier électoral serré. Par petites touches, mais un rythme quand même soutenu, le ministre de l'Éducation distille sa méthode à l'Éducation nationale. Si vous deviez la résumer, la définir, Hervé Lebras, que diriez-vous? Alors, d'une part, on peut dire qu'il y a, et ça a été dit, un détricotage de tout ce qui a été fait dans les 5 années précédentes. En même temps, et c'est caractéristique de la méthode Macron, on attaque durement au départ, et c'est très clair sur la question du redoublement, mais on sent bien qu'on va adoucir les choses au cours de la négociation avec les syndicats. Au fond, c'est à peu près la même méthode qui a été appliquée avec le Code du travail, où on a laissé fuiter dans le Parisien des mesures extrêmement dures, et puis le lendemain, ou 36 heures après, le Premier ministre a beaucoup adouci les choses en disant que c'était ouvert à tel type de négociation. Donc, je pense qu'il faut attendre la suite. Ceci dit,
il y a quand même une tonalité qui, je trouve, par rapport, alors cette fois-ci, à l'ensemble des pays développés, particulièrement aux pays européens, est quand même une théorie plus régressive que progressive dans ces mesures. Particulièrement, on y reviendra, la question du redoublement, qui est bien connue, qui est bien travaillée, notamment par l'OCDE, et qui, là, je trouve, est traitée assez brutalement. Oui. Vous êtes d'accord sur le dernier point de cet argumentaire, déjà ? En fait, ce qui m'intéresse sur cet argumentaire-là, ou sur le reste, c'est la philosophie qu'on a l'air de voir dans, si je puis dire, le système à la fois de M. Blanquer, qui est un professionnel. On voit la différence de style par rapport à Najat Vallaud-Belkacem, qui n'était pas une professionnelle, elle, de l'éducation nationale. On voit qu'il y a quand même une expertise et quelqu'un qui connaît bien son environnement. Donc après, on verra la suite. Mais ce que je trouve très intéressant sur le fond, c'est au-delà de M. Blanquer, c'est la philosophie de ce qu'avait proposé Emmanuel Macron. Et il faut se souvenir quand même de cette émission de télévision il y a 3 ans, je crois, avec François Hollande, où il était face à des Français et des Françaises. Et il avait notamment une dame qui disait « mais laissez-nous faire dans les écoles ». Et le président lui disait « c'est pas possible parce que c'est comme ça ». Et puis on avait également, pareil, un chef d'entreprise qui disait, une femme de chef d'entreprise aussi, qui disait « mais laissez-nous nous organiser avec les collaborateurs ». Et là, Hollande disait « non, il y a les syndicats ». Bon. Et là, on est dans une logique qui est très différente. C'est-à-dire que je crois que Emmanuel Macron a compris quand même que tout par le haut, non pas sur sa gouvernance, on verra plus tard, mais en tout cas il faut laisser le terrain s'organiser, il faut faire confiance aux acteurs, il faut faire confiance aux éducateurs, il faut faire confiance aux profs, aux familles, et régler les cas au cas par cas, et ne pas finalement décider que rue de Grenelle, on va une fois pour toutes imposer la loi qui va s'appliquer à tout le monde, laisser une marge d'action, de manœuvre, d'appréciation, ça c'est plutôt astucieux, c'est ce qu'attendent les gens, et c'est peut-être comme ça qu'on réglera les problèmes individuellement des élèves en difficulté, avec des rythmes scolaires qui pourront être à la carte certes, mais qui peuvent très bien correspondre à certains établissements plus qu'à d'autres, avec une façon de gérer la carrière en tout cas la trajectoire d'un élève, et dire à un moment, bah oui, il faut lui donner un an de plus parce que c'est important, et de l'apprécier de manière très professionnelle. Je crois que c'est, en tout cas, il y a une philosophie qui derrière tout ça et rejoint celle de la loi travail, où on retrouve en fait la même philosophie sur la loi travail. Comme d'une philosophie plutôt progressiste, alors. Oui, je crois qu'en plus qui répond aux attentes et qui fait que finalement, la loi ne peut pas tout, le Dieu loi peut pas tout, c'est pas possible. Non, mais en même temps, sur le point du redoublement, puisque c'est par là qu'on a commencé, je trouve que c'est plutôt régressif. On sait que. En quoi régressif donner le choix. En ce sens que toutes les études de l'OCDE montrent que les élèves qui redoublent sont des élèves qui ensuite ratent dans leur carrière professionnelle. Donc c'est pour ça que les pays qui réussissent, un pays comme la Finlande, il n'y a plus un seul redoublement dans un pays comme la Finlande, et c'est un pays qui est en tête des classements PISA pour les compétences. C'est pas la bonne méthode. Je trouve qu'en sens assez répressif. Non, mais c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode. Comparaison n'est pas raison. Vous savez bien que comparaison n'est pas raison. Non, mais bien sûr, mais je pourrais en citer un certain nombre d'autres. Donc au bout d'un certain nombre de cas, comparaison devient raison. Et dans le cas de redoublement, ce qu'on dit, et là je ne ferai pas de comparaison, c'est que ce qui est important, c'est d'aider les élèves en difficulté. Et au fond, il y avait une mesure proposée par Macron, je ne l'ai pas entendu rappeler, qui est quand même une mesure très importante, c'est de dédoubler les classes du primaire dans les zones urbaines prioritaires. Là, ça c'est une mesure vraiment importante. Autre mesure vraiment importante, plutôt que d'insister sur le redoublement, bah, bien sûr, et ça coûte cher, mais au lieu d'insister sur la question du redoublement, il faut insister sur la question de l'aide apportée aux élèves qui ne réussissent pas ou qui ont des difficultés scolaires. C'est par ce bout-là qu'il faut prendre les choses. Et là, pourquoi le prendre par le côté du redoublement qui est provocateur? Oui, il est peut-être provocateur, mais il est en même temps révélateur de finalement l'état d'esprit qu'il y a derrière. Peut-être que le but, c'est pas de chercher à encourager le redoublement. Moi, je ne crois pas que ce soit ça qu'il veuille faire. Le but, c'est de dire, écoutez, il y a toute une panoplie d'instruments à la disposition des éducateurs, des proviseurs, dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Bon, là, en l'occurrence, c'est plus pour les petits sans doute que pour les grands, mais pourquoi pas? Eh bien, on laisse le choix aux enseignants et aux gens qui sont concernés au plus près du terrain en fonction des situations. C'est ça qui est intéressant. Je ne pense pas que M. Blanquer prône le redoublement. On a tous eu dans nos parcours, vous avez été comme moi à l'école à une certaine époque, un peu avant moi, mais bon, on n'est pas très loin. Vous avez vu autour de vous des camarades redoubler, j'en ai vu aussi, j'ai pas vu de catastrophe derrière. Peut-être vous, on n'a peut-être pas fréquenté les mêmes établissements. Ce que j'ai vu autour de moi n'était pas... l'interdire non, mais au minimum, non, mais au lieu de dire c'est en dernière instance, ou bien c'est de dire, et c'est ce qui se fait d'ailleurs dans un certain nombre de pays, c'est si les parents
si l'élève et si les enseignants sont d'accord. Est-ce que c'est pas ce que dit M. Blanquer? Il n'a pas dit, il a mis le redoublement, il a dit on va parler du redoublement. Ensuite, il a dit bien sûr, il y aura discussion, mais il aurait dû le mettre, je pense, en sens inverse s'il avait été clair. C'est-à-dire, voilà, il aurait dû dire voilà, s'il y a un problème avec les enfants, on va faire ceci, ceci, ceci. Il a donné des mesures. Et puis, au cas où ces mesures-là ne marcheraient pas et qu'il y aurait un accord des trois, à ce moment-là, on envisagerait le redoublement. Mais il a mis le redoublement en avant, ce que je trouve... et c'est pour ça que je vous ai dit au tout début, je pense que c'est plutôt tactique. C'est-à-dire qu'il met ça comme mesure en apparence forte et puis, bien sûr, il va revenir en arrière. Donc, je pense qu'on tombera d'accord une fois qu'on aura les termes des lois ou des réformes. Pour l'instant, en tous les cas, on verra ce qu'il en sera. Il n'est pas revenu en arrière. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, on a l'impression, au-delà du ministre, que c'est le président qui est en train de corriger, si on peut dire, la copie de François Hollande. On va écouter l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Ce qu'il porte, ce qu'il incarne, ce qu'il a fait par le passé, je le redis, numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale sous Nicolas Sarkozy, à l'époque où on supprimait 80 000 postes dans l'éducation nationale et où les résultats de nos enfants dégringolaient. Donc, ce qu'il porte, ce qu'il incarne, ce qu'il a fait par le passé est orthogonal totalement avec ce que nous avons voulu faire depuis 5 ans. Voilà, c'est orthogonal. Est-ce que c'est orthogonal, justement, Alexandre Malafaille? Et pour aller dans le sens de ce que certains disent, certains opposent les deux méthodes. C'est-à-dire qu'il y aurait une méthode pragmatique, peut-être celle de Jean-Michel Blanquer et d'Emmanuel Macron, et puis une autre, plus dans l'idéologie, peut-être, celle de François Hollande et de Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que c'est vraiment aussi tranché que cela? Rien n'est jamais aussi tranché. On sent bien comme qu'il y a une idéologie quand même qui a animé Mme Vallaud-Belkacem et sans doute M. Hollande. Il y a une idéologie de gauche sur l'éducation, il y a sans doute une idéologie de droite. Là, on sent qu'il y a une volonté de rupture. Mais il y a aussi, je crois, est-ce que c'est du pragmatisme ou est-ce que c'est pas tout simplement le fait qu'on fait des expériences, et il faut admettre aussi qu'à un moment donné, on fait des expériences. Il y a une démarche expérimentale. Il faut tenter. Parce que, pardon, mais jusqu'à présent, le bilan n'est pas très bon. Enfin, on peut toujours contester PISA en disant les indicateurs ne sont pas les bons. Il n'empêche que c'est ça permet de comparer de manière assez globale. Et finalement, quand même, ça dit un certain nombre de choses. Bon. Donc, on voit bien que les indicateurs ne sont pas bons. On voit bien que tous les ans, on a une quantité très importante de jeunes qui arrivent à 18 ans et qui sortent pratiquement de toute forme de vie scolaire et qui n'ont rien en poche et qui ne continuent pas. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une machine qui n'a pas totalement réussi, en tout cas pour une partie des élèves et peut-être celle qui après nous pose le plus de difficultés en termes d'intégration, en termes de projet de vie et qui coûte finalement très cher à la société, non pas en termes de coûts financiers, mais de coûts humains, en termes de désintégration du modèle. Et donc, il faut tenter autre chose. On a vu, enfin, j'en reviens à cette philosophie, on a vu pendant toutes ces années une volonté finalement d'installer le dieu loi sur terre dans un pays comme la France, où comme des lois, des règlements, des décrets, il y en a partout. Et on voit que finalement, ça ne produit pas de très bons résultats. Mais vous n'iriez pas jusqu'à dire qu'il faut une vision, j'allais dire, libérale pour l'école? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut avoir une vision où on est, pragmatique, assez souple, et on règle au cas par cas les difficultés des élèves. Alors bien sûr qu'il faut des moyens, si je puis me permettre. Bien sûr qu'il faut des moyens. Bien sûr qu'il faut, quand je dis des moyens, on ne va pas mettre 2 millions de profs, ça je ne crois pas que ce soit possible. Non. Mais en tout cas, réallouer des moyens, peut-être mieux gérer le mammouth, ou pour concentrer les moyens là où il les faut pour favoriser effectivement les élèves en difficulté, mieux les soutenir, ça pose toute une série de questions. La question, c'est pas que le redoublement, évidemment. Non, mais je pense qu'il y a 2 questions qui sont soulevées par les rapports PISA et par les rapports de l'OCDE qui concernent la France. C'est le système français est socialement l'un des plus sélectifs, c'est-à-dire l'un des systèmes où le milieu social des parents joue le plus sur la réussite des enfants. Donc là, c'est un vrai problème, et je trouve pas dans ce qui a été dit qu'il y ait une amorce de solution. Second autre problème important et douloureux pour un gouvernement, les enseignants français sont, quand on compare les pays de même niveau, parmi les plus mal payés dans les pays développés. Donc il y a une revalorisation de la fonction d'enseignant et au fond même plus généralement du budget de l'éducation nationale qui est déjà très élevé, qui est importante. Là, il n'y a pas eu non plus d'indication là-dedans. Donc quelque part, je m'attendais à ce qu'ils prennent à bras-le-corps des points qui sont les faiblesses soulignées internationalement du système français. On a l'impression que vous dites qu'il est presque passé à côté du diagnostic de l'école aujourd'hui. Quand vous parlez des inégalités sociales, et c'est vrai qu'à l'école, les inégalités sont frappantes, criantes, et qu'après, évidemment, elles vont se cumuler tout au long du parcours. Bon, il y a quand même un point où... Il y a des points positifs, évidemment, mais vous pensez que sur ces points, on aurait dû commencer par ces fragilités-là de notre système aujourd'hui? Oui, parce qu'il me semble que c'est 2 des fragilités qui ont été le plus soulignées. Alors ceci dit, quand on entre dans le détail,
par exemple, sur la question des salaires des professeurs, l'introduction d'heures supplémentaires peut jouer de cette façon-là. Si on entre dans le détail de l'aide des parents, parce que on est maintenant dans une société où les parents jouent un grand rôle dans la réussite scolaire de leurs enfants. Et à ce moment-là, c'est de l'aide le soir, des études, il est proposé d'avoir des devoirs qui soient faits à l'école. Ça, par exemple, c'est une très bonne mesure. C'est une mesure qui rétablit l'égalité. Mais c'est à la carte, c'est une proposition, c'est pas l'obligation de faire ces devoirs à l'école. Oui, mais il faut... Si on ne le fait pas du tout, à ce moment-là... Mais ça, c'est un progrès. Oui, mais à ce moment-là, les différences sociales vont continuer et même vont s'appesantir. Pour vous donner une idée, c'est pas simplement dans le primaire que les différences sociales, les différences de milieu social sont importantes. Quand vous prenez actuellement les classes du lycée Louis-le-Grand, de préparation aux grandes écoles, à Polytechnique et Centrale, la moitié des enfants ont un parent qui sort d'une de ces grandes écoles. La moitié des élèves qui sont entrés à l'ENA l'année dernière avaient soit un parent, soit un membre proche de leur famille qui avait fait l'ENA. Oui, c'est vrai. Ça va plus, si vous voulez. Là, il y a vraiment quelque chose. Ça, c'est vrai. Et j'aurais aimé qu'on dise un mot sur ce sujet. Vous voyez, j'ai l'impression, derrière ce que vous dites, que vous estimez qu'il y a davantage, alors c'est un peu caricatural ce que je veux dire, des réformes, des projets plutôt de droite, tendance droite, que des réformes ou des projets pour l'école marqués à gauche. Oui, d'une certaine manière. Ceci dit, dans les réformes de droite, par exemple, le fait de demander qu'on sache parfaitement écrire, compter, et qu'on ait aussi qu'on développe un sens de la communauté dans laquelle on vit, c'est très bien. Là, oui. On ne peut que... Oui, oui, et là, quelque part, on va effectivement à rebours d'une pensée de gauche. Pour lutter contre justement ces fameuses inégalités qui se creusent, c'est aussi contre ça, sur ça qu'il faut travailler. Donc travailler sur l'école, sur comment justement on fait en sorte que quand on arrive en 6e, on sait lire, compter couramment, ce qui est aujourd'hui pas le cas, et ce qui d'ailleurs va provoquer les grands problèmes que l'on a. Après, il y a aussi une politique de gauche qui a été menée ces dernières années, qui était finalement pas très favorable à la formation professionnelle, aux filières professionnelles. Or, c'est aussi des débouchés formidables sur lesquels il faudra peut-être aussi remettre à un moment donné l'accent. Parce que je crois qu'il ne faut pas chercher à avoir une espèce de voie unique qui est la voie du lycée et puis du bac, qui finalement n'est pas un passeport pour l'avenir, comme on peut se rendre compte régulièrement. Il faut trouver des solutions. Alors je ne sais pas si on peut réduire toute la politique proposée par M. Blanquer aux quelques orientations qu'il donne aujourd'hui. Je pense que là encore, il faut faire preuve d'un peu d'objectivité, de dire il y a une volonté à court terme d'agir. On se rend bien compte quand même qu'on est dans une séquence qui est une séquence de campagne électorale où l'éducation était un pilier important du projet d'Emmanuel Macron, que ça permet aussi d'évoquer une autre tonalité en fait à la campagne d'Emmanuel Macron, à sa campagne législative. On ne parle pas que du Code du travail, on parle aussi de cette dynamique autour de l'éducation. C'est important, c'est attendu, avec quand même des messages qui révèlent une certaine philosophie. Donc je pense qu'il faut donner un peu de crédit à la démarche. Et puis Monsieur Blanquer quand même est un professionnel qui a jusqu'à présent plutôt fait l'unanimité. Oui, mais qui a parfois, sur certains sujets, lorsqu'il était sous un gouvernement de droite, hystérisé par certains choix. C'est vrai. On est d'accord. Il y a mais j'ai l'impression que vous êtes d'accord sur un élément, c'est qu'il faut réformer l'éducation nationale. Mais ça, ce n'est pas forcément une évidence. Certaines personnes vous disent on l'a tellement réformé dans les années. Ça suffit, laissez-nous tranquilles. Il y a, de ce point de vue-là aussi, c'est assez sérieux de dire on ne va pas changer les programmes, on va les modifier de près. Mais il y a un autre point, je trouve important, alors qui est typique, non pas simplement de la France, mais des pays latins, c'est que c'est des pays où on prend toute sa formation d'un coup, dans la jeunesse. C'est-à-dire que on effectue des études jusqu'à Bac+3, Bac+5 en continu. Et ensuite, il y a très peu de formations permanentes qui vous requalifient, qui vous amènent à une seconde carrière. Et là, je pense qu'il faudra aussi dire quelque chose, parce que c'est un des problèmes français. J'étais étonné qu'il n'en parle pas, parce que là, l'articulation est possible avec la loi sur le travail et avec la réforme du Code du travail. Il y a un vrai continuum. Il y a un continuum, formation professionnelle, Code du travail. Alors il y a un point sur lequel aussi, ce serait intéressant qu'on insiste un tout petit peu, c'est finalement aussi la restauration de l'autorité à l'école et de l'autorité du professeur, parce que ça aussi c'est un point important pour éduquer. Dans éduquer, il y a aussi... Et même j'ajouterais ce qu'a dit le ministre de l'Éducation de l'amour du pays. C'est une question que je vous pose. Est-ce que ça s'apprend
à l'école. On sait que c'est un sujet sensible. Faut-il parler de roman ou plutôt de récit national? Attention, parce que si les historiens nous écoutent, il y a tout un débat sur ce sujet. Est-ce que c'est selon vous à l'école qu'on apprend cela? Alors pour apprendre nos ancêtres les Gaulois, peut-être pas forcément de manière systématique, mais en tout cas, je crois que oui, je crois qu'il faut en tout cas faire en sorte qu'il ne s'agit pas de lavage de crâne, c'est pas ce que je crois qu'il faut chercher à faire, mais il faut apprendre très clairement d'où on vient, où on est, il faut retracer une perspective, voilà, il faut donner un relief, il faut donner une saveur à cette histoire de France, au fait d'être français, et puis là encore, il faut en être fier. Parce que finalement, on peut évidemment toujours avoir ces politiques un peu de critique quand on regarde le passé. Mais d'abord, il y a des pays qui sont bien pires que nous. Et puis en même temps, on a quand même une histoire formidable. Et on ne peut pas non plus avancer et proposer aux jeunes d'avancer en n'ayant pas de repères. Il faut avoir des repères et puis il faut être fier de ces repères. Après, on s'étonne qu'on ait une partie des générations perdues. On se demande comment il peut y avoir tout d'un coup des ruptures et des jeunes qui basculent dans l'ultra-violence. Mais pour eux, il n'y a pas de récit national. Il n'y a plus rien qui les rattache à la France, donc ils basculent. Oui, mais le récit national, c'est un débat très compliqué des historiens. Mais pourquoi c'est compliqué? C'est pas compliqué, c'est absurde que ce soit compliqué. Non, mais ce n'est pas le récit national qui est le plus important. Ce qu'on peut apprendre très tôt à l'école, c'est des principes qui sont les principes démocratiques. Il n'y a pas besoin de faire allusion à l'histoire. D'ailleurs, l'histoire française est très largement antidémocratique. C'est une histoire royale. Il faut très peu en parler. Je pense que ce qui est important, c'est de parler de qu'est-ce que la liberté d'expression, comment est-ce qu'un pays fonctionne, qu'est-ce qu'une constitution. Il faut savoir d'où on vient dans une mesure modérée. Vous avez fait des grandes études. Vous êtes très mal placé, pardonnez-moi, monsieur Lebrun, mais pour finalement renoncer à cette transmission. Ce qui vient pour nous de la monarchie est infinitésimal par rapport à ce qui vient pour nous de périodes beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus récentes. Il n'y a pas tout d'un coup une histoire qui a démarré en 1789. Il y a l'histoire démarre au Petit Grand-Trempe et à Cro-Magnon. Il n'y a pas besoin d'être fier de Cro-Magnon. J'ai aucune fierté de Cro-Magnon. Mais Cro-Magnon n'est pas spécialement français. C'est des principes démocratiques de la France. Mais d'accord, mais on peut très bien être fier de l'histoire des Gaulois. On peut très bien être fier de Vercingétorix. Les Gaulois sont une invention, comme vous le savez. Donc, mais d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas des personnages ou des héros? Il y a eu des populations qui ont vécu en France. On va tous les faire parce que c'est long quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas des personnages, des héros sur lesquels on pourrait s'appuyer davantage pour raconter avec prudence, sans influence, ce récit national? Oui, on peut raconter, justement, il y a certains héros et des héros qui ont eu un comportement démocratique, qui ont montré comment on devait se comporter dans une société civile. Mais je crois que ce qui est important, c'est pas tant le fait qu'ils soient français ou qu'ils aient été, que ça soit passé en France. L'important, c'est les contenus, que ça soit des contenus qu'on vous apprenne ce qu'est la liberté d'expression, ce qu'est le respect d'autrui. À chaque âge, son contenu. Quand vous êtes jeune, c'est important. On a tous petits, on a tous fait des rêves, on a tous joué, et on a eu un référentiel historique avec des héros qui ont peuplé notre enfance. Et je crois que c'est important de transmettre ça. Après, chacun peut se faire son opinion, mais il faut transmettre. Mais si on n'a pas de passé, on peut pas avoir de futur. Non, mais je vais vous donner un autre exemple. Parmi mes héros, c'est des grands scientifiques, et que ce grand scientifique soit... Mais oui, mais qu'il soit français. Pasteur est largement répandu dans les rues de France. Mais Galilée, pour moi, il n'a pas besoin d'être français, un grand scientifique. Quelqu'un comme Galilée est un scientifique formidable. Mais on peut trouver aussi des Français auxquels on peut s'identifier. Des Grecs, des Romains, des Arabes ont été des grands scientifiques. C'est des très bons exemples. Ils n'ont pas besoin d'être français. Messieurs, il y a une autre réforme, un projet, c'est les rythmes scolaires. Le Sénat, le Parlement s'est penché sur la remise à plat des rythmes scolaires qui a été souhaitée par Jean-Michel Blanquer. Et vous allez l'entendre, la Haute Assemblée n'est pas très enthousiaste à l'idée de revoir le dispositif. On écoute sur ce sujet le sénateur Les Républicains, Jean-Claude Carle. Le système a besoin de stabilité. Cessons de faire, défaire, refaire. Ce serait le plus mauvais signe qui pourrait être donné à l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Besoin de stabilité. Donc nous préconisons effectivement de rester sur la semaine de 4 jours et demi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire, défaire, détricoter. Apparemment, on y est là. Oui, je trouve un petit peu. Je pense aussi qu'un des problèmes à côté des rythmes scolaires, c'est, semble-t-il, que la France est un des pays où on est le plus petit nombre de journées d'école. Et donc beaucoup de vacances. Il y a la question. Alors là, à nouveau, c'est aussi une question sociale parce que c'est plus difficile pour les familles populaires de s'occuper des enfants quand il y a 2 mois de vacances. Il ne veut pas y toucher, a priori. Pour l'instant, c'est vraiment... Je sais, mais je pense que là, il y a à nouveau un problème. Nous verrons tout cela. Je voudrais vous faire réagir, messieurs, à la revue de presse. On va la découvrir ensemble.
Le Figaro, le Télégramme, d'abord je la découvre en même temps que vous. Éducation, ce qui va changer. Le nouveau ministre entend lutter contre l'échec scolaire en facilitant le recours au redoublement, en instaurant des stages gratuits, de soutien avant l'entrée en classe de 6e, en assouplissant encore les rythmes scolaires, nous en avons parlé. Le Figaro, éducation, Macron corrige la copie de Hollande. Sur ce sujet, Hervé Lebras, on a presque l'impression dans ce domaine que, comme dans d'autres, qu'Emmanuel Macron a vraiment observé le quinquennat François Hollande, qu'il a fait une case en disant voilà tout ce qu'a fait Hollande et je vais faire exactement l'inverse. Non, c'est pas à ce point-là, mais je pense que quand même Macron est arrivé avec des idées assez précises de ce qu'il fallait faire quand il est entré au gouvernement et il a été barré sur la majorité des réformes qu'il voulait faire. Donc il est parti non pas par ambition, mais il est aussi parti par déception d'avoir vu fonctionner le système Hollande. Et je crois qu'on est nombreux comme lui à avoir pensé que ce système a mal fonctionné. Moi, je l'ai surtout vu très mal fonctionner au moment de la réforme régionale. C'était incroyable ce que j'ai vu. Donc Macron, là-dedans, en a tiré une philosophie et souvent, effectivement, comme c'est ce qu'il avait mal vu fonctionner, il fait quelque chose de différent. Et c'est pas forcément l'inverse. Vous remarquerez que Najat Vallaud-Belkacem a employé le mot orthogonal. Mais le mot orthogonal, c'est à angle droit, c'est pas l'inverse. Oui, donc je trouve qu'elle n'a pas été trop dure en utilisant ce terme. Alors, autre une, on va la découvrir, c'est celle des Échos, avec la Croix, décidément, voilà. Quelle majorité pour Macron avec le premier tour des élections à venir? Les Échos législatives Big Bang en perspective à l'Assemblée. Libération contre l'état d'urgence permanent. Voilà pour les différents thèmes dans vos quotidiens. Demain, merci messieurs pour ce match des idées et vos analyses. La suite de l'émission dans quelques instants, c'est le grand entretien. Mais d'abord, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. Les premiers résultats des élections législatives en Grande-Bretagne seront connus dans quelques heures. Un scrutin sur fond de Brexit et de terrorisme provoqué par Theresa May. La Première ministre espère renforcer sa position alors que les négociations pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne démarreront dans la semaine du 19 juin. Justice. Nouvelle révélation dans l'affaire Ferrand. Les mutuelles de Bretagne, dirigées par le ministre de la Cohésion des Territoires jusqu'en 2012, ont perçu des fonds publics. 5 000 € de la part du conseil municipal de Brest et du conseil général du Finistère pour financer, au moins en partie, l'installation des mutuelles dans les locaux appartenant à la compagne de Richard Ferrand et abritant un centre de soins pour personnes âgées à Brest. François Bayrou. Le parti de François Bayrou a-t-il utilisé des fonds européens pour rémunérer des collaborateurs travaillant en réalité pour le MoDem? Un ancien assistant parlementaire de l'eurodéputé Jean-Luc Benamias a dénoncé à la justice le flou qui entourait son embauche et sa rémunération. Un témoignage compromettant pour l'actuel ministre de la Justice. À droite. Et le tournant, ça a été mon vote pour le pacte de responsabilité où j'étais seul dans l'hémicycle, député Les Républicains, avec tous les regards sur moi, avec des menaces qui m'ont été faites, y compris par Nicolas Sarkozy lui-même. Mal engagé pour retrouver son siège de député des Français de l'étranger, Frédéric Lefebvre claque la porte du parti Les Républicains, un parti dévoyé selon l'ancien ministre sarkozyste qui n'hésite pas au passage à égratigner son ancien patron. Sécurité. Je peux comprendre qu'après les attentats en Angleterre et après ce qui s'est passé à Notre-Dame, le président de la République ait l'envie de pousser encore sous le thème de la protection l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre, mais de l'inscrire dans le droit commun, c'est quand même donner à l'exécutif des pouvoirs exorbitants. Entreprise. Une marque d'intérêt, mais toujours pas d'offre ferme déposée dans le dossier de l'équipementier GMS en redressement judiciaire depuis décembre. Les salariés l'ont appris ce matin. L'administrateur judiciaire et les syndicats espèrent pouvoir repousser la date limite pour déposer les offres de reprise au 30 juin. Culture. Le prix du Sénat du livre d'histoire a été remis tout à l'heure par Gérard Larcher et c'est le spécialiste du Japon Pierre-François Souiri qui a été récompensé cette année pour son ouvrage Moderne sans être occidental.
Média. Tout n'a pas été rose, tout n'a pas été parfait, loin de là, et on apprend beaucoup de ses erreurs, mais le travail a été énorme, et je remercie ce soir du fond du cœur tous ceux qui sont là pour beaucoup d'entre eux. Les mots de David Pujadas qui présentait ce soir son dernier journal télévisé. Ce n'est pas mon choix, a-t-il déclaré avant de remercier chaleureusement ses collègues et de souhaiter bonne chance et belle route à Anne-Sophie Lapix qui le remplacera la saison prochaine. Et j'ajoute cette information ce soir avec les premières estimations des élections législatives en Grande-Bretagne. Les conservateurs de Theresa May seraient en tête, mais ils perdraient leur majorité absolue au Parlement. Voilà, ce sont des premières estimations qui seront bien sûr affinées tout au long de la soirée. La suite de votre émission tout de suite, c'est le grand entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir a plusieurs casquettes. Il est éditeur, conseiller municipal Les Républicains à Courbevoie et c'est un défenseur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il est d'ailleurs à l'origine de la loi contre le gaspillage qui avait été votée en février 2016 et qui oblige les supermarchés à donner leurs invendus alimentaires aux associations. Arash Derambarche, bonsoir. Bonsoir Sonia et Mabrouk. Bienvenue. Vous publiez ce livre, Agriculteurs, les raisons d'un désespoir, avec Éric Lechenay, qui est journaliste au Figaro, spécialiste de ce domaine, de ces questions. On va bien sûr parler en détail de votre livre, mais d'abord, il est beaucoup question en ce moment de réforme sociale, d'éducation nationale. On vient d'en parler avec nos invités Hervé Lebras et Alexandre Malafaille, de projets dans différents domaines. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on parle d'agriculture, de la situation des agriculteurs? D'abord, on parle beaucoup de choses avec des gens qui n'ont pas le vécu. Par exemple, sur l'éducation, moi j'ai redoublé 9 fois. 9 fois 9 fois. J'ai eu ma thèse de droit en décembre 2015, mais j'ai eu un parcours du combattant qui a fait le cheminement pour lequel je suis arrivé conseiller municipal. Mais j'ai redoublé 9 fois. Je pense qu'en France, c'est un record du monde. Et si le ministre, M. Blanquer, que je connais un peu, qui est un homme brillant, souhaite m'auditionner, je serai là pour lui. Mais qu'est-ce que vous diriez alors sur ce sujet, justement, si vous auditionnez? Il ne faut pas décourager un enfant. Il faut le dire à un enfant, moi je ne suis pas là pour t'imposer un avenir, mais je te donnerai les armes pour faire ce que tu veux faire. La France, ce n'est pas un pays qui est banal. Quand je suis allé par exemple à Malmö, on prend un élève, on le valorise. Ici, on ne valorise pas les gens. Vous savez, Madame vous a Mabrouk, pas valorisé? Non, on m'a humilié. Les profs ont dit devant mes parents que cet élève n'aura jamais le bac. On a dit à mes parents que cet élève ne pourra jamais devenir avocat. Je prête serment comme avocat, j'espère, en octobre prochain. Mais parce que j'ai eu la rage, j'ai eu cette envie de réussir. Mais ça ne peut pas être un cas personnel. Moi, je suis un élu de la République française, Madame Mabrouk. Donc l'objectif pour moi, c'est l'intérêt général. Vous avez l'impression que sur certains sujets, parfois, on en parle de manière hors sol, j'allais dire. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Je me bats comme un dingue. Je ne gagne pas d'argent avec mon mandat d'élu. Je suis un bénévole. Depuis que je suis élu, depuis 3 ans, j'ai eu beaucoup de frustration, mais je ne le dis jamais. Même le journal Le Monde ne fait pas un papier sur le gaspillage alimentaire, alors que la loi qu'on a fait passer... Mais vous êtes là pour en parler. Bien sûr. C'est ça le plus important. Bien sûr, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on parle beaucoup de superficialité dans ce pays. Je ne parle pas de vous, parce que vous êtes une journaliste sérieuse. Je parle de beaucoup de journalistes en France et beaucoup de sujets dans ce pays où on ne va pas à l'essentiel. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui Allons à l'essentiel. Bien sûr, c'était ma première question. Pourquoi est-ce que sur ce sujet, l'agriculture, on en a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle, et là, on a l'impression que c'est zappé, que c'est mis entre parenthèses. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Mais parce qu'à Paris, on ne connaît pas la France, madame. À Paris, si vous voulez, on est dans son triangle d'or parisien et on a l'impression que tout arrive par des relais, par des élus. Non. Quand quelqu'un veut connaître le sujet, il doit d'abord avoir un vécu et puis il doit aller sur le terrain lui-même, pas simplement juste pour un meeting. Je suis allé quasiment dans tous les départements français. Là, j'étais par exemple à Chambéry, où j'étais avec le chef Julien Maché. On a levé 18 000 € pour la banque alimentaire. Le problème, il est très simple. Il y a une mafia qui tient l'agriculture en France. Vous dénoncez des magouilles, des conflits d'intérêts, une corruption. Le conflit d'intérêts dans ce pays a quasiment roi et mainmise sur tout. On va être concret. Aujourd'hui, les perdants dans ce système que j'ai dénoncé par rapport à la démarche que nous avons fait sur le gaspillage alimentaire, c'est l'agroalimentaire, qui est pour moi le sujet majeur, car ce sujet touche plusieurs thèmes. Le pouvoir d'achat, la santé, l'alimentaire, et puis surtout, ce que nous voulons pour notre pays, une gestion de la société.
Sur la chaîne alimentaire, on a 4 points très simples. La production, on a la transformation, on a derrière la distribution et puis la consommation. La distribution, c'est le sujet majeur sur lequel moi je me suis battu avec tous les parlementaires et les citoyens et les bénévoles, c'est-à-dire la cessation du gaspillage alimentaire et la loi du 3 février 2016 que vous avez très bien rappelé. On va s'arrêter là-dessus. On va faire un point tout à l'heure, un bilan par rapport à cette loi. Oui, mais le problème là-dessus, c'est que les agriculteurs aujourd'hui vendent à perte, Madame Mabrouk. C'est-à-dire en gros, quand un agriculteur veut vendre sa tomate, par exemple, il va voir Auchan, Carrefour. Qu'est-ce que vous proposez? Malheureusement, ce diagnostic, mais d'abord, il faut d'abord vous donner 30 secondes. Mais je vous donne, vous avez J'ai besoin juste de 30 30 secondes pour développer ce sujet qui est très important pour nous. Il ne peut pas vendre sa tomate aujourd'hui convenablement parce que le supermarché lui dit, écoute, reviens me voir si ta tomate a une durée de longévité de 6-7 jours. Donc l'agriculteur retourne chez lui. Le lendemain matin, monsieur Pesticide l'appelle. Il lui dit, voilà, moi avec mon produit, je peux te faire allonger ta durée de vie. Il va mettre ça parce qu'il est obligé. Il revient avec le produit qui a été aujourd'hui intégré avec le pesticide. Et au lieu qu'il le vende à prix fort, à 1 €, il va le vendre par exemple à 50 cents au supermarché qui, derrière le supermarché, va le revendre lui au prix fort. Donc le perdant là-dedans, celui qui vend à perte, c'est l'agriculteur. Et ça, tout le monde s'en fout dans ce pays. Non, pas du tout. C'est pour ça que vous parlez d'un désespoir. Pas tout le monde. C'est pour ça qu'on vous reçoit. Attendez, si vous me permettez de poser quelques questions, c'est le principe d'un entretien. Nous avons reçu ici justement un couple d'agriculteurs et puis évidemment d'autres invités qui en parlent. Je crois que le thème des difficultés des agriculteurs, ça a été l'un des thèmes de la campagne. Mais je voulais vous demander, parce que si un système doit changer, il change forcément par la politique. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, avec les projets qui sont annoncés, avec le nouveau ministre de l'Agriculture, avec l'impulsion donnée par Emmanuel Macron, ça vous fait déjà sourire, est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Bon, j'ai beaucoup de respect pour le président Macron, mais lorsqu'il était ministre, ici même, au Sénat, il a voté contre, il était contre la loi contre le gaspillage alimentaire. Ce sont les parlementaires, les sénateurs qui l'ont fait désavouer. Donc je demande au président de la République, président aujourd'hui, de revenir sur ce sujet qui est majeur. On a mis un ministre que je respecte, M. Mézières, mais il a voté toutes les lois quasiment pour Monsanto et les pesticides. C'est un contresens pour vous? Mais ça va à l'encontre de l'histoire, Madame Mabrouk. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on ait des actes. Là, pour l'instant, on fait que du marketing, là. C'est que du vent. Il faut qu'on soit concret. Il faut aller droit au but. Le premier droit au but, c'est quoi? C'est créer d'abord des circuits parallèles. 80% aujourd'hui de la distribution sont dans les mains de la grande distribution. Qu'est-ce que vous faites contre cela? Ah ben, je vais vous dire. C'est un peu David contre Goliath. Non. Vous, qui vous? Moi, je suis pour ceux qui nous écoutent. Moi, je ne suis pas David. Je suis un élu. Mais oui, mais. Non, mais c'est important. Alors, j'ai que 37 ans, mais il y a des millions de personnes qui pensent comme nous. Des millions. Simplement, il faut que le président Macron, aujourd'hui, qui est en charge de ces dossiers et qui regarde certainement votre émission peut-être. Oui, c'est sûr, ce soir, oui. Bah, certainement. Il sera, d'ailleurs, juste une parenthèse, il sera en déplacement quand même demain, je crois que c'est en Haute-Vienne. Il sera avec le ministre de l'Agriculture. Et dès l'été, il voulait proposer un Grenelle de l'alimentation pour redonner de la valeur aux produits agricoles. Projet concret, qu'est-ce que vous en pensez? Non, il faut des décisions concrètes. C'est quoi la décision concrète? C'est d'abord que les agriculteurs aujourd'hui ne soient plus dépendants. Aujourd'hui, ils sont dépendants de la PAC. Il y a un suicide, quasiment. La PAC qui leur a aussi amené quelques quand même compensations. Oui, mais Madame Mabrouk. Non, mais comme ça, on voit les choses de manière nuancée. Il y a une dépendance, il faut. Certes. Les agriculteurs, ce qu'ils veulent, c'est... Et comment couper le cordon ombilical alors? D'abord, il faut leur autoriser d'abord de l'entrepreneuriat. Il faut les améliorer. Il faut qu'on leur octroie la possibilité qu'ils ne dépensent plus des faux frais, par exemple, pour leurs tracteurs, pour leurs outils de travail. Il faut que l'État les aide et les soutienne et les accompagne. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut combattre violemment, j'ai bien violemment, la surproduction. C'est quoi la surproduction? C'est par exemple qu'un animal sur 3 qui se trouve dans un abattoir ne soit plus jeté dans une poubelle. La préface de mon livre a été faite par Brigitte Gauthier, la présente L214. C'est quand même scandaleux ce qui se passe dans notre pays. Excusez-moi, un animal sur 3 dans un abattoir est jeté dans une poubelle. Alors, vous décrivez à Rage-des-Remparts ce système avec, vous l'avez dit, les conséquences très dures sur les agriculteurs, sur toute la chaîne, y compris les animaux. Ce qui est toujours frappant quand on parle des agriculteurs, quand on les interviewe, c'est une forme de pudeur, une forme de retenue dans un milieu où l'on parle peu, même si on souffre beaucoup. Ça aussi, ça transparaît tout au long de votre livre. J'ai vraiment beaucoup de respect. Vous savez, je vous parle de ça avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'émotion. Et quand je pense à tous ces visages, j'ai beaucoup de larmes à l'œil et ça me prend le cœur, car j'ai vu des mamans, des papas, j'ai vu des jeunes qui sont dans ce travail, qui sont dévoués à la terre. La France,
début du XXe siècle, c'est 3 millions de personnes qui y vivent. Aujourd'hui, c'est même pas 700 000, Madame Mabrouk. Il y a 10 000 agriculteurs qui, chaque année, 10 000, qui arrêtent et changent d'activité. Il faut que nous, la France, nous puissions remettre ce système de l'agriculture qui n'est pas simplement quelque chose qui est provincial. Ça nous regarde parce que c'est l'assiette. Au cœur du système. Au cœur du système. Vous appelez à une prise de conscience qui n'a pas eu lieu. La prise de conscience n'a pas eu lieu parce que dans le débat présidentiel, malheureusement, on a parlé de tout sauf de rien et encore moins de ça. Le problème de l'agriculture, c'est qu'on ne prend conscience de ce thème que pendant le salon de l'agriculture. En tous les cas, cela vous a motivé pour agir de manière générale concrètement, et notamment à travers la loi contre le gaspillage alimentaire. C'était voté en février 2016. Depuis, comment vous jugez, Arash Zerambarch, voilà, c'est concret maintenant, son application? Je vais juste préciser que cette loi a permis de créer une forme de droit opposable. Autrement dit, un citoyen lambda, moi, vous, on peut créer son association, aller à la préfecture, déposer les statuts, avoir une habilitation et venir réclamer les invendus consommables à un supermarché. Aujourd'hui, si je fais tout cela, est-ce que je peux avoir ces invendus consommables? Alors, oui, il y a eu plus de 5000 nouvelles associations nous avons référencées, avec qui nous avons discuté, qui ont été créées. Il y a eu plus de 10 millions de repas qui ont été distribués en 2016. J'ai voyagé moi-même dans plus de 30 pays dans le monde. Je reviens de Saint-Pétersbourg. J'étais en Afrique du Sud, au Mexique. Je suis allé dans beaucoup de pays. Les gens veulent cette loi et c'est une loi française. Les gens sont très fiers de ça. Dommage qu'elle ne soit pas européenne. Alors, on se bat là-dessus. J'ai une pétition qu'on a montée avec beaucoup d'amis qui a été soutenue par la Croix-Rouge française et Action contre la faim, Madame Mabrouk. Et il faut qu'on touche le 1 million de signatures. On est à plus de 900 000 signatures. Au bout d'1 million de signatures, nous pouvons demander une directive européenne. Et c'est très important parce que dans l'Union européenne, c'est 80 à 100 millions de personnes qui sont en situation de... Vous l'avez rappelé, c'est important, la France a été le premier, ou le premier pays à légiférer sur le gaspillage alimentaire, mais vous le savez très bien, Arash Zerambarch, la loi, c'est bien, ça oblige, mais les mentalités, le changement, c'est encore mieux. Nous avons parlé de l'éducation tout à l'heure, les collèges, l'école, j'imagine que c'est un lieu où il faut sensibiliser justement à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, Valérie Pécresse, qui est une formidable présidente de région Île-de-France, m'a confié une mission. C'est de votre mouvement, les Républicains, oui, mais vous savez, la loi sur le gaspillage alimentaire a été votée à l'unanimité. Et heureusement, sur ce sujet-là, c'est transpartisan. Même on est avant les législatives, mais je veux dire, je rends hommage à Guillaume Garot, Frédéric Lefebvre, Jean-Pierre Decaule et d'autres. Ici, on a une Nathalie qui est une sénatrice ici, une amie. Et puis, tout le monde, en fait, a voté pour. Donc c'est quelque chose qui n'a... La faim et la soif n'ont pas de couleur politique. C'est une évidence. La réalité, en fait, c'est très simple. C'est que la politique, pour moi, jeune élu, c'est que l'acte que vous prenez ici dans un Parlement puisse avoir un impact dans la vie des gens. Sinon, les gens ne croient plus à l'action politique et se détournent de vous. Et on voit la défiance qui monte. Vous l'avez dit, Arash Zerambarch, vous êtes un jeune élu, vous vous battez, on en a la preuve. Vous êtes beaucoup investi dans le combat contre le gaspillage alimentaire. Vous défendez des causes auxquelles, nul ne peut être insensible. Et pourtant, vous êtes régulièrement attaqué, remis en cause. Vous m'avez dit que vous êtes arrivé ici, vous avez cité un journal. Pourquoi il y a cette défiance, cette tension, ces crispations autour de ça et autour de vous, pour des sujets qui semblent tellement consensuels? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que certains ont pensé que je n'étais pas légitime pour travailler sur ce sujet. La deuxième raison, c'est qu'aussi le lobby de la FCD, de la Fédération de commerce et de la grande distribution, avec qui j'ai débattu sur votre plateau il y a un an. Je m'en souviens encore, il y avait une vraie tension, et tendue. puis ils ont fait aussi pression contre moi, auprès de beaucoup de médias. Il faut savoir aussi, je vais vous annoncer un scoop, alors je sais que ça plaira pas beaucoup, mais j'ai fait mettre en examen Libération, journal Libération. Je me suis conçu partie civile contre Libération, qui m'avait traité d'imposteur, donc il y a eu une plainte contre eux. Et je reçois la critique, Madame Mabrouk, je reçois la critique. Mais pourquoi ces critiques? D'où viennent-elles? Mais peu importe, on ne critique pas mon projet, et c'est le plus important. Le plus important, c'est que les gens puissent obtenir des invendus alimentaires. Après, si on me fait des critiques sur ma personne parce que je mets une cravate qui n'est pas belle, si j'ai un sourcil qui déborde... Non, mais Madame Mabrouk, vous me posez une question. On est sur le fond, donc, oui. je vous parle de mon ressenti. Non, mais vous pensez qu'il y a des combats, plus difficiles, là je parle vraiment du fond, des combats qui sont plus difficiles à mener, même s'ils paraissent vraiment consensuels aujourd'hui? Madame Mabrouk, je touche un lobby. Il y a des lobbies là-dedans, dans cette affaire, l'agroalimentaire, qui perdent de l'argent à cause de cette loi. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce petit connard de conseiller municipal qui vient et qui met son petit grain de sel là-dedans? Donc moi, si vous voulez, quand on a voté pour moi il y a 3 ans, je n'allais pas simplement voter, avec tout le respect que je dois, au réverbère et au trottoir dans ma ville.
Mais à un moment donné, j'ai des gens, moi, qui crèvent la dalle. Et vous continuez à vous battre. Donc, moi, je me souviens de votre précédent livre. Vous aviez écrit à 20 ans, j'ai eu faim et honte de le dire. C'est un cheminement personnel, bien sûr. Et vous le faites notamment ce soir. La rage, elle vient de là. C'est parce qu'à partir du moment où j'ai eu un vécu et j'ai eu cette difficulté personnelle, je me suis dit, je vais positiver mon énergie. La République française, elle vous offre cette possibilité de vous d'être journaliste, moi d'être un élu, et nous pouvons nous exprimer. Et vous avez fait un livre fabuleux où vous dénoncez des choses. C'est de votre livre à vous. Peu importe, mais je vous parle de la France. Et c'est ça la chance de ce pays. Et la France, ce sont d'abord ses agriculteurs, son agriculture, malheureusement avec les raisons d'un désespoir, avec aussi les raisons d'espérer. Il y a aussi toutes les pistes pour relever le défi et se battre encore. Merci à Arash Derakhmar d'avoir été notre invité. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, à suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Messieurs, dames, le document que le monde entier nous envie. En campagne sur le marché du Merlan à Marseille, Stéphane Ravier se veut confiant. Cette fois, il en est sûr, la voie vers la victoire est libre. En 2012, il avait perdu de peu face à Sylvie Andrieux. La députée socialiste, condamnée pour détournement de fonds publics, ne se représente pas. Donc je me dis que je suis, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais le mieux placé pour mettre un point final à ce système et qu'enfin les électeurs, les habitants de cette circonscription puissent tourner la page et que l'on agisse dans leur intérêt. Sénateur maire des 13 et 14 arrondissements de Marseille depuis 3 ans, il fait figure de favori dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Pour Stéphane Ravier, son atout, c'est son expérience locale. L'image qui était donnée de nous et de moi par nos adversaires aujourd'hui, elle est supplantée par notre action que nous menons au quotidien dans l'intérêt général. En cas de triangulaire au second tour, les candidats PS et LR l'ont déjà annoncé. Ils se désisteront pour faire barrage au FN. J'ai fait venir dans le combat électoral que je mène M. Blanquer chez moi avant-hier, donc on a eu une longue discussion sur toutes ces questions. Et donc je crois que c'est assez simple. Le redoublement est une très mauvaise solution. Simplement, quand vous avez des élèves qui ne suivent pas, et qu'est-ce qu'on fait ? On les fait passer en classe supérieure alors qu'ils ne suivent pas, ou est-ce qu'on essaie d'imaginer autre chose? Ce que dit M. Blanquer, c'est que dans certains cas, très limités, le redoublement peut être la moins mauvaise solution aujourd'hui. Mais en réalité, ce qu'il faut inventer, c'est autre chose. Il faut inventer des filières de réadaptation, par exemple, des gens qui sont en situation de pré-décrochage, au lieu de faire le cursus qui va les attendre sur 2 ans, qu'ils le fassent sur 3 ans. On vient de le voir, quand on superpose les cartes de France du chômage, de la désindustrialisation, on obtient celle du vote protestataire. Et oui. Et moi, je ne pense pas que ce soit des votes de colère. La colère, c'était avant. On va plus loin que ça aujourd'hui. C'est qu'on est convaincu que de toute manière, pour ces personnes-là, on est convaincu que le constat n'a pas été bien fait. On est convaincu que personne ne fera rien. Que c'est pour les autres, quand on en est là, ça devient vraiment dangereux, hein, vraiment dangereux. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'il y a, comme on dit, 2 France, celle qui s'en tire et celle qui souffre? Oui, il y a 2 France. Il y a celle sur laquelle on mise. Quand je dis on, c'est au niveau gouvernemental, c'est les grands décideurs, c'est celle des métropoles. Et puis il y a celle des territoires. Celle qui a le sentiment dans lequel il y a des petites villes, et territoires ruraux avec irrigués de petites villes et compagnie, même les régions périurbaines, où on a l'impression que personne mise sur vous. Je veux vraiment être la porte-parole de ces quartiers. Celle qui veut défier le FN sur ses terres, c'est elle, Sarah Swalihi, candidate de la France insoumise. Tous ses coups, elle les réserve à Stéphane Ravier, son principal adversaire. Dans les quartiers nord, le FN est arrivé en tête à la présidentielle et l'abstention a battu des records. Et c'est quelqu'un d'autre qui va vous représenter si vous ne votez pas. Sarah Swalihi compte profiter de la dynamique Mélenchon ici à Marseille. Cette championne de boxe de 24 ans, jamais élue, est bien décidée à se faire une place en politique. Contrairement à mes concurrents, je pense vraiment être première, alors que mes concurrents ne font plus campagne pour être premier, mais surtout pour être second.
C'est pour ça que toutes les attaques sont concentrées sur ma personne, parce que psychologiquement, ils ont déjà abandonné le fait d'être premier, alors que ce n'est pas du tout ma psychologie. Alors on arrive à la fin de cette émission, le temps de vous donner cette information ce soir à propos des premières estimations des élections législatives en Grande-Bretagne. Les conservateurs de la première ministre Theresa May sont en tête des élections selon les projections à l'heure actuelle, mais ils perdraient leur majorité absolue face au travailliste Jeremy Corbyn. Tous ces résultats, bien évidemment, vont être affinés tout au long de la soirée. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans nos prochaines éditions. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Je vous souhaite une belle fin de soirée en notre compagnie.